Donc lorsque un événement extrême arrive, on essaye de savoir s'il a un lien avec le changement climatique. Pour ça, on est obligé de... La première chose, c'est de regarder les observations. Et de regarder si ces observations ont des tendances. Et grâce au concours ici de Météo France, on a pu avoir en temps quasiment réel, en temps quasi réel vraiment, les observations sur toute la France et on remercie beaucoup Météo France d'avoir donné accès aux scientifiques à ces observations. Hein. Donc là, dans le cas qui nous concerne, nous faisons face à ce qu'on appelle une vague de chaleur, hein, bien sûr, mais elle a plusieurs particularités qui nous ont interpellés. La première, c'est le fait qu'elle arrive très tôt dans la saison. Et la seconde, c'est qu'elle est particulièrement extrême et avec des records battus, à la fois des records nationaux, mais aussi des records en altitude, dans d'autres pays, etc., etc. Donc la première chose, c'est de comprendre l'événement. Et ce qu'on a pu montrer en regardant les observations, et puis pas seulement des températures, mais aussi des vents, on a pu comprendre que d'abord la première chose qui était absolument claire, c'est que c'est un transport d'air saharien qui est resté en basse couche, c'est-à-dire dans l'atmosphère moyenne à basse, bon, en dessous de 5000 km, on va dire, 5-6 000 km, pendant tout son voyage, ce qui est assez étonnant et exceptionnel. Parce que la distance est quand même depuis le milieu du Sahara, elle est quand même assez grande pour arriver sur les côtes européennes. Donc cette trajectoire directe, c'est ça qui a directement fait la vague de chaleur. La question qu'on s'est posée aussi, c'est de savoir si cette situation de vent a été comment dire, bon, exceptionnelle, oui, mais si elle se produisait de plus en plus souvent ou non. Et la réponse est non a priori. Donc il n'y a pas a priori de changement au niveau de ces vents-là. Par contre, la question, c'est la question de l'amplitude, donc celle de la température qui nous interpelle à chaque fois avec ces records qui ont été battus. Alors ce qu'on fait dans ces cas-là, c'est qu'on regarde des observations et on regarde également des simulations numériques qui sont faites à l'Institut Pierre-Simon Laplace, à Météo France, mais aussi dans bien d'autres endroits dans le monde. On ne considère jamais qu'un modèle ou deux modèles, parce que chaque modèle a sa façon de représenter la physique et la dynamique de l'atmosphère. Et donc en regardant plusieurs ensembles de modèles, et c'est la première fois je pense que nous en avions autant, puisque de mémoire on a affaire à 6 ou 7 ensembles de modèles qui contiennent eux-mêmes plusieurs modèles, donc c'est vraiment des dizaines de modèles au total qu'on analyse. Jusqu'à 100 à peu près. Jusqu'à 100 on m'a dit tout à l'heure. Oui, je ne suis pas étonné que ce soit 100, mais l'idée est que plusieurs dizaines de modèles, je ne les ai pas comptés, hein, je vous avoue très très franchement, on a fait l'analyse très froidement. Et donc en fait, la première chose qu'on fait dans ces cas-là, c'est de regarder si les modèles sont capables de reproduire ces valeurs tout à fait extrêmes. Alors la réponse est partiellement oui, partiellement non, malheureusement. On sait que enfin, les modèles ont du mal à créer des valeurs extrêmement fortes, comme celles qui ont été observées, pour différentes raisons que je pourrais détailler si vous voulez, si ça vous intéresse. Mais excusez-moi, je suis Dominique Thierry de la Tribune. Oui. Je comprends pas ce que ça veut dire en fait que les modèles puissent reproduire des températures extrêmes. Vous pourriez expliciter scientifique. Excusez-moi, est-ce que peut-être on devrait laisser. Oui, je termine. Merci, j'essaye de terminer le plus vite possible et on va revenir à ces questions. Hein. Donc,
les modèles ont un petit peu de mal, mais néanmoins, le résultat marquant est que tous ces modèles, sur cet exemple-là, donc la température moyenne en France sur les 3 jours les plus chauds du mois de juin, tous ces modèles prédisent une augmentation très forte de la probabilité de ces événements entre le passé et le présent et entre le présent et le futur. Donc en fait, ces modèles, en fait, ils ont ils utilisent comme hypothèse celle de l'augmentation des gaz à effet de serre, notamment le CO2. Donc cela montre que à la fois les tendances observées et les tendances modélisées donnent une beaucoup plus grande probabilité de ce type d'événement que sans l'effet des gaz à effet de serre. Donc la réponse là-dessus, elle est absolument sans équivoque. Là où elle est équivoque, c'est sur le facteur lui-même d'augmentation des probabilités. Et je sais que ça peut surprendre, mais en fait, notre résultat est que ce facteur, c'est au moins 5, mais on ne sait pas dire une borne supérieure. On pense que ça peut être même jusqu'à un facteur 100. Donc vous allez dire c'est peut-être un peu bizarre de dire de 5 à 100 voire plus, mais c'est la réalité. Il y a une diversité de réponses dans les modèles et une diversité de voilà, en fait on se trouve dans une situation tellement extrême que les statistiques, à la fois pour les modèles et pour les données, sont faites avec très peu de nombres en fait. Donc c'est pour ça que on a beaucoup de mal à estimer le facteur d'augmentation des probabilités de ce type d'événement. Et notre conclusion sur l'analyse de tous ces modèles, c'est que ce facteur est au moins 5. C'est-à-dire que ces vagues de chaleur, ce type de température, tel qu'on a observé, est aujourd'hui au moins 5 fois plus probable qu'en l'absence des gaz à effet de serre. Voilà. Donc on a un rôle très clair du changement climatique, mais on ne sait pas de combien, si c'est 5 ou 100. Voilà. Voilà, que dire de plus? Je pense que je vais laisser